Retour sur le plateau de Politique avec Jean-Marie Colombani et en compagnie de notre deuxième invité, Julien Drey. Bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional d'Île-de-France, proche de François Hollande. Et puis vous connaissez... Pas un statut, proche de François Non, Hollande. non, pas un mais statut bon, politique. c'est pas un statut politique. Mais je dirais que vous êtes proche de beaucoup de gens à gauche. Et d'ailleurs, on vous posera quelques questions sur certaines personnalités à la fin de cette émission. C'est d'aimer les gens. Vous aimez, oui, et vous n'avez pas trop de mal? Dans le monde actuel, c'est important de savoir aimer les gens. Oui, vous les aimez et tous, les respecter. sans pas condition. tous, mais bon, je sais. Les comprendre. C'est bien. Voilà. Alors, donc merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous poser la même question qu'à Thierry Solaire, qui était avant sur ce plateau. Quand un responsable d'une autorité juive de France recommande à ses ouailles de ne pas porter la kippa, a-t-il raison ou a-t-il tort? Il a tort et c'est une bêtise. Et c'est une bêtise parce que par ailleurs, ça donne une situation et une image de la France qui n'est pas la bonne. La France, n'est pas antisémite, on n'est pas dans les années 30 et on n'est pas en train de connaître une vague. Voilà. Il y a des comportements antisémites, il y a des agressions antisémites, il y a des choses qui se sont passées, il y a une fermeté des autorités politiques qui doit être d'ailleurs plus ferme que simplement de la dénonciation, de la compassion. Il y a des actes, je pense, mais il ne faut pas non plus donner une mauvaise image. Je veux dire, y compris ceux qui ont vécu l'antisémitisme des années 30, partie de ma famille et moi-même, je trouve qu'on est en train de basculer dans une sorte de chose qui n'est pas bonne parce que c'est totalement anxiogène. J'écoutais, je vais vous dire une chose, je dis comme ça, j'écoutais le Premier ministre samedi devant l'hypercachère et à la fin du discours, je me suis dit mais si je suis juif, je me sauve. Vu la manière dont il présente les choses, je m'en vais. Mais c'est pas ça la réalité. D'abord, la communauté juive, elle vit, elle se développe, elle a ses lieux de culte. Voilà, alors on est dans un moment. Il y a des tensions parce qu'il y a la montée du radicalisme islamiste, etc. Ouais. Mais vous savez, il n'y a jamais eu autant de mariages mixtes. Il y a des tas de choses qui se passent entre les communautés. Et je pense que les responsables politiques, ils doivent être extrêmement fermes contre les actes antisémites, mais ils doivent donner une image positive de la société française. Ils doivent arrêter de toujours avoir ce comportement anxiogène. Justement, anxiogène, c'est un qualificatif que vous appliqueriez au Premier ministre, parce qu'il y a une différence en effet de tonalité entre le Président de la République, lorsqu'il s'exprime, et le Premier ministre, qui n'hésite jamais devant l'intensité d'une menace. Alors peut-être a-t-il tort, peut-être a-t-il raison. Comment vous regardez-vous ça plutôt comme une façon d'aggraver l'angoisse plutôt? Mais il y a forcément, de toute manière, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on ait un débat serein sur la réalité de la situation. Moi, j'étais très nuancé quand a été employé le mot guerre. Vous savez, je suis un enfant de la guerre d'Algérie. J'ai vécu les chars, les bombardements, les plastiquages, les lynchages. C'est autre chose. Et la génération qui m'a précédé, elle a vécu une guerre d'une autre nature. Ouais. Donc le mot guerre, il faut faire attention, on ne le lance pas comme ça. On peut dire c'est des actes de guerre, on peut dire c'est terrible. Mais quand on dit guerre à l'opinion... C'est une guerre extérieure, là. La guerre d'Algérie, c'était une guerre civile, en grande partie chez nous. Oui, c'est une guerre extérieure, mais... Et c'est en ça qu'elle continue de marquer les esprits aujourd'hui. Non, mais une guerre, c'est quand deux États s'affrontent militairement, deux armées. Ça n'existe plus, ça. On dit aujourd'hui guerre asymétrique. Oui, bon, mais quand même, le mot guerre, il a un sens. Donc je pense qu'il faut faire attention. Et par ailleurs, je ne suis pas en guerre, moi. Voilà. Je suis en train de combattre la montée du terrorisme islamiste, mais je ne crois pas à la guerre des civilisations, ni même au conflit des civilisations. Je n'y crois pas une seule seconde. Voilà. Et vous savez, je suis très impliqué dans le combat de mes amis, presque des frères de combat, les Kurdes syriens. Et souvent, d'ailleurs, je le dis à un certain nombre de camarades, mais ici, c'est la guerre des civilisations. Alors les Kurdes syriens, ils sont de quel côté? Pourtant, c'est des musulmans. Ils sont en première ligne du combat. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion qui s'installe. Il y a des mots qui sont utilisés. Et il y a, oui, je suis d'accord avec vous, il y a parfois, de la part du Premier ministre, d'après moi, alors c'est sa personnalité, peut-être, c'est le sens de ses responsabilités. Puis c'est le fait qu'effectivement, il vit sous la pression, certainement aussi, de toutes les notes, des services de police. Bon, mais je pense qu'il faut prendre un peu de la distance avec tout ça. Voilà. Alors c'est dans cette atmosphère que le débat sur la déchéance de nationalité continue d'agiter la gauche. Est-il vrai que vous avez tout tenté pour faire changer d'avis François Hollande? Ça, c'est des secrets d'alcôve que je ne vais pas vous révéler. Je n'ai pas tout tenté, j'ai parlé, c'est normal. Je connais depuis un certain temps, j'ai donné ma position. D'ailleurs, il l'a respecté. J'ai lu des propos qui ont été tenus après dans la presse. Vous savez, le combat pour le droit du sol,
pour quelqu'un comme moi, c'est quand même quelque chose d'identitaire. J'ai été dans tous les combats de la jeunesse, il y a longtemps, je reconnais, contre ce qu'on appelait à l'époque la réforme du droit du sol, voulue par les lois Pasqua, etc., qui avait été abandonnée d'ailleurs, après cette fameuse commission qui avait eu lieu, etc. Donc, pas comme ça, tirer un trait sur cette affaire-là, quoi. Il me reniait. Et à un moment donné, on est fidèle à ces combats. Alors après, je peux comprendre. On a proposé, je pense par exemple que Jean-Pierre Mignard ait proposé moi-même des solutions sur l'indignité nationale, qui d'après moi rassemble. Parce que l'idée de cette affaire-là, parce que sinon... Comment on en sort? C'est quoi la formule pour en sortir de cette affaire-là, justement, comme moi, la formule, vous savez, j'ai souvent dit que j'avais eu un maître dans le débat parlementaire, c'était Pierre Mazeaud. Et il m'avait toujours expliqué qu'il faut laisser se construire des majorités d'idées à l'Assemblée nationale. C'est un des problèmes de nos institutions. Et sur une affaire comme ça, ça doit être une majorité d'idées. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être un camp contre un autre. Oui, mais là, c'est pas de ce point de vue-là, c'est votre propre camp contre... Oui, c'est un peu ce qu'a suggéré... Non, parce que regardez ce que dit Estrosi, regardez Monsieur Estrosi, pardon. Regardez ce que dit Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, regardez ce que dit Monsieur De Vidjian. Donc c'est pas aussi simple que ça. Oui, enfin, c'est quand même dans votre propre camp que le sujet fait rage, tout de même. C'est un peu normal, puisque la question du droit du sol contre le droit du sang a été au cœur des débats entre la gauche et la droite. La définition de la nation telle que nous la concevons, nous, c'est-à-dire d'abord et avant tout un contrat citoyen avec des droits et des devoirs, non pas simplement une appartenance territoriale, elle nous est évidemment chère. Et donc c'est pour ça qu'on est très motivé là-dessus. Enfin, elle existe en même temps, cette déchéance. Oui, elle existe dans le Code civil, elle existe de différentes façons, elle est appliquée même, etc. Donc, ce qu'on comprend bien, en revanche, aujourd'hui, c'est que c'est devenu un instrument politique. Il y a une instrumentalisation évidente de cette affaire pour en faire un instrument très précisément contre François Hollande et pour justifier que des primaires soient organisées à gauche. Il n'y avait pas de terrain à quoi s'accrocher auparavant, il n'y avait pas d'accroche. Et puis d'autant plus que dans une situation de sécuritaire extrêmement tendue, extrêmement difficile. Et donc voilà que miraculeusement arrive ce sujet. Et on voit bien comment les choses sont. Parce que sinon, il n'y a pas de raison d'en faire. On peut laisser le Parlement élaborer un compromis, on peut laisser... Mais là, non, c'est un débat qu'on nourrit et renourrit en permanence. Alors, il y a deux choses. D'abord, sur les primaires, je vais y revenir, je vous donnerai mon sentiment. Deuxièmement, que peut-être pour certains, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou que c'est un point de cristallisation qui permet de revenir sur un certain nombre de choses par le passé, le fameux discours du Bourget, puisque on l'entend souvent, ou les abandons. Voilà, c'est possible qu'il y ait une gauche militante, je dirais, pas l'opinion, mais une gauche militante qui soit de mauvaise humeur ou qui soit agacée, qui se serve de ça peut-être, c'est possible. Mais il faut faire la part des choses. Ça existe. Les idées derrière la tête, ça existe aussi. Les calculs politiciens, ça existe. Mais il faut aussi considérer que, quand moi je m'exprime, et moi je suis qu'une très petite chose, mais quand Jean-Pierre Mignard s'exprime par exemple, ou quand d'autres s'expriment, ça correspond aussi à nos convictions. Et donc ça veut dire que ça doit être pris en considération. Voilà. Alors c'est pour ça que je pense que la bonne manière, c'est de laisser maintenant l'Assemblée nationale travailler avec une idée en tête, c'est de rassembler, pas de diviser, et de trouver une solution. Et je pense, vous savez, quand je lis tout ce qui se dit, on est au bord d'une solution positive. Pas très compliqué. Il faut juste que chacun ne mette pas des idées derrière la tête, c'est-à-dire veuille vraiment trouver une solution. Voilà. C'est là où on va voir effectivement si c'est une instrumentalisation ou si c'est une volonté politique positive. Alors justement sur cette déchéance de nationalité, on va faire peut-être le point, et puis avec ce nouveau pataquès aussi, comme le disait Jean-Marie, sur les primaires, avec un clou en plus enfoncé dans le pied de François Hollande. Les explications avec Laure Wagner, et on en reparle dans quelques instants. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. L'adage institué par Jean-Pierre Chevènement ne semble plus de rigueur. Après Emmanuel Macron, c'est au tour de Christiane Taubira de jouer les troubles-fêtes au sein du gouvernement. La garde des Sceaux est opposée à la déchéance de nationalité et elle n'a pas peur de le dire haut et fort. Après les attentats de novembre, François Hollande a pris tout le monde de court en annonçant l'inscription dans la Constitution de la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français et condamnés pour terrorisme. Depuis, cette proposition n'en finit pas de faire débat, à droite, mais surtout à gauche, où certains y voient une remise en cause dangereuse du droit du sol. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, tous les avis doivent être entendus,
mais il faut trouver une position équilibrée. Il faut travailler à une formulation qui puisse satisfaire tout le monde, à la fois les exigences de la droite qui ne veut pas voter l'introduction dans la Constitution de l'état d'urgence s'il n'y a pas le mot d'échéance, à la fois évidemment ce que l'exécutif a dit, et à la fois la prise en compte de ce que pense une large partie de la gauche militante, à savoir que si vous si vous introduisez dans le texte les binationaux, vous ouvrez le chemin de la remise en cause du droit du sol. Ce mardi, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé aux députés socialistes que c'est lui qui présentera le projet de révision de la Constitution devant le Parlement, sans Christiane Taubira. Mais pour l'instant, elle reste à son poste. Et les socialistes cherchent à trouver un consensus sur la déchéance de nationalité avant le bureau national du parti lundi prochain. Objectif, clore la polémique et rassembler la gauche autour de François Hollande, alors que la colère gronde. Lundi, des personnalités du monde politique, économique et culturel ont lancé un appel dans Libération pour réclamer une primaire à gauche en novembre prochain. Voilà, la primaire, donc c'est un coup de pied, voilà, une fois de plus. C'est un coup de pied, je sais pas, François Hollande. Vous savez, moi, il y a 2 ans de ça, dans une émission chez un de vos confrères, je lui ai dit, de toute manière, maintenant, comme on a inscrit la primaire dans les statuts du Parti socialiste, ça va être difficile d'esquiver la question. Bon, je suis pas sûr que ce soit un piège pour François Hollande. Mais ma conviction personnelle, c'est certains pensent peut-être le piéger, mais d'abord, je connais François Hollande, il est capable de mener des batailles politiques et il en a remporté des plus difficiles que celle-là. Deuxièmement, les 2 questions, elles sont simples sur la primaire. Soit c'est une primaire très ouverte, c'est-à-dire très large, et qui a un objectif. C'est qu'à la fin, il n'y ait plus qu'un seul candidat de toute la gauche. Oui, mais qu'est-ce qui rassemble, pardon, qu'est-ce qui rassemble pas... Hollande, Montebourg, alors Mélenchon a dit qu'il n'y irait pas. Qu'est-ce qui rassemble? Je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire, mais qu'est-ce qui rassemblait Jean-Pierre Chevènement, Georges Marchais et finalement François Mitterrand y est arrivé? Bon, ça a toujours été comme ça. Il y a peut-être une nuance, j'apporterai, je l'ai dit à la fin des élections régionales, il y a une partie de l'extrême gauche qui doit clarifier un certain nombre de ses positions. Pas toute l'extrême gauche, mais il y en a une partie. C'est-à-dire celle de Mélenchon? Non, Mélenchon, le problème de Mélenchon, c'est qu'il a un pied dedans, un pied dehors. Ouais. Mais il y a une partie de l'extrême gauche qui, notamment sur ce combat contre l'islamisme radical, manque de clarté, de discernement. Et on arrive parfois à couvrir des situations ubuesques. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait partie d'une génération qui a été à la pointe du combat pour les droits des femmes. Et c'était l'extrême gauche au départ qui l'a introduit dans la société française. Normalement, ça aurait dû être l'extrême gauche, aurait dû être intransigeante contre le port du foulard islamique. Ouais. C'est elle qui aurait dû être la première. Ouais. Et on a vu l'inverse, c'est-à-dire on a vu des dirigeants de l'extrême gauche qui défilaient pour le droit à l'avortement, à la contraception, pour le droit des femmes, dire bon, finalement, le foulard, c'est pas très important, c'est pas un signe d'oppression. Ah, bah alors c'est quoi alors? Bon, donc je pense qu'il y a une partie de l'extrême gauche qui doit effectivement aujourd'hui être interpellée. Et il faut l'interpeller brutalement brutalement au sens du débat d'idées, hein, je parle, par rapport à ça. Après, le rassemblement de la gauche, ça fait partie des exercices nécessaires imposés dans les institutions telles qu'elles sont de la Ve République. Alors, si on a une primaire où il y a un débat, on aura un débat, au contraire, moi, ça me fait pas peur. Et me confronter, pour être honnête, à la gauche radicale, y compris au débat sur l'Europe, puisque c'est... Voilà, ouais. Et expliquer les choses, c'est pas forcément mauvais pour un candidat sortant ou un président sortant. Faut pas y aller avec la on sort de la Ve République en même temps. Ouais. On sort de la Ve République. Vous imaginez un président sortant, en effet, soumis à des primaires. Je veux dire, on sort complètement du système, on est dans autre chose. C'est plaidable, hein, d'ailleurs. Mais... Est-ce qu'on n'y est pas sorti déjà? Est-ce qu'avec le quinquennat et les primaires, maintenant, on n'est pas déjà sorti? Mais regardez... Enfin, moi, je pense qu'une des plus mauvaises réformes institutionnelles qui a été votée, pourtant dans le c'est le quinquennat. Ça, c'est autre. Et je suis pour que, d'ailleurs, dans l'élection présidentielle, on en finisse avec cette histoire-là. Qu'on aille à un septennat non renouvelable, ce qui est l'avis de tous les juristes. Cette histoire du quinquennat est folle. On passe notre temps à faire des campagnes électorales. Donc on ne peut pas construire des majorités d'idées. On ne peut pas travailler, puisque si ce n'est pas les élections cantonales, c'est les élections régionales, ce n'est pas les régions... Et puis c'est là... On finit une élection présidentielle que commence déjà la suivante. Comment vous voulez stabiliser un pouvoir politique et une efficacité, surtout dans ce monde médiatique qui... Voilà, donc c'est des questions importantes. Voilà. Et c'est pour ça que dans les primaires, cette question-là peut être abordée. Moi, je rêve d'une primaire où un président de la République, parce que finalement, c'est un premier tour, viennent et disent, voilà ce sur quoi je suis parti. Voilà ce à quoi j'ai été confronté. Voilà ce que j'ai corrigé. Oui, je l'assume. Parce qu'il n'y a aucune honte en politique de dire qu'on a corrigé ou qu'on a modifié un certain nombre de choses. Le pire en politique, c'est quand on change de politique et qu'on ne le dit pas.
Voilà. C'est ce que nous avons fait dans les années 80. Ouais. Et ça nous a coûté très cher. Mais dans le regard qui est porté, évidemment, il est naturel de se retourner toujours plutôt contre le pouvoir exécutif. Quand les candidats se présentent aux élections après une victoire d'un président de la République, ils se présentent aux élections avec, de la part des Français, la volonté de leur donner mandat de soutenir l'action d'un président de la République. Or, qu'est-ce qu'on a vu de la part du groupe socialiste? C'est une guérilla permanente entretenue par ceux qu'on appelle les frondeurs, qui n'avaient d'autre objectif que d'affaiblir le président de la République. Quand Jacques Chirac voulait affaiblir Valéry Giscard d'Estaing, il menait une guérilla féroce au Parlement contre Raymond Barre. C'est une vieille technique. Et donc, est-ce qu'on ne sous-estime pas systématiquement la part prise par une partie de la gauche, une partie du Parti socialiste lui-même, dans l'affaiblissement d'aujourd'hui du pouvoir exécutif? Ou alors vous considérez que ce pouvoir exécutif a complètement abandonné ses idéaux, etc. C'est une autre façon de voir les choses. Bon, je ne suis pas en total désaccord avec vous. C'est pour ça que je pense que c'est l'histoire du quinquennat qui a faussé aussi ça. Parce qu'on est dans une campagne électorale permanente, voilà. Et je pense qu'il faut rationaliser la fonction présidentielle. C'est pour ça que je suis pour un septennat non renouvelable, parce que déjà le président il ne sera pas obsédé par sa réélection, il pourra faire les réformes, populaires ou impopulaires. On peut avoir des élections au bout de 4-5 ans, des élections, je dirais, locales qui permettraient de donner des indications là-dessus. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a eu une guerre interne au Parti socialiste? Il y a eu une guérilla permanente à l'Assemblée contre le gouvernement, enfin, en tout cas depuis la nomination de Manuel Valls. Mais les conditions de la primaire, malheureusement, socialiste, avaient un peu conduit à ça. Parce qu'au départ, elles étaient une forme de ratification d'un candidat qui n'était pas là. Et puis après, on a une première secrétaire qui est venue tardivement dans cette élection primaire, avec un groupe parlementaire qui avait été plus façonné par elle. Bon, c'est vrai, on ne va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Alors, vous disiez il y a quelques instants, il n'y a pas pire que de changer de politique et de ne pas le dire. Alors justement, François Hollande a pris ce virage social-démocrate il y a 2 ans. Après une politique, il a fait une politique de l'offre ensuite, le CICE, le pacte de responsabilité qui n'a pas porté ses fruits ni sur l'emploi, ni sur l'inversion de la courbe du chômage. Et François Hollande revient en quelque sorte aux vieilles recettes, sur la dépense avec les grands travaux. Il revient un peu à cette politique-là. Il ne le dit pas, mais est-ce que la politique économique de François Hollande est un échec où il faut encore être patient? Alors, je dirais qu'il faut être encore patient jusqu'au bout, mais la politique de l'offre, c'est pas la politique de l'offre. C'est pas ce qu'on peut dire, il y a une politique de la demande, une politique de l'offre. J'ai fait quelques cours d'économie, je n'étais pas forcément un élève brillant, mais je les ai faits. Vous l'avez fait avec des gens brillants, en tout cas. Avec des bons professeurs. C'est pour ça que j'ai réussi à m'en sortir. Mais la politique de l'offre, c'est d'abord un constat, c'est que nous avions peut-être sous-estimé. Ça, c'est vrai, en arrivant au pouvoir. C'est d'après moi la première erreur qui a été... Il y en a 2 qui ont été commises. La première, c'est de ne pas s'expliquer sur l'Europe très vite. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir dit la vérité de la situation de l'économie française telle qu'elle était. Alors, après, le président de la République s'expliquera certainement sur pourquoi il a fait ça sur le chemin européen. C'est assez compréhensible après, parce que l'histoire lui a donné plutôt raison. Et sur l'état de la situation, je pense que c'est là qu'il y a eu un gros misfit, si vous me permettez, parce qu'à partir de là, on s'est fait beaucoup d'illusions, et alors que, comme l'avait dit François Fillon, les caisses étaient vides et que la France était au bord du gouffre, au bord de la faillite. Le problème de la politique de l'offre, elle est simple, c'est un problème de compétitivité de l'économie française. Et ça, on ne peut pas le contourner, c'est une réalité. On peut raconter ce qu'on veut. Il y a un problème de compétitivité de l'économie française. Et les socialistes et la gauche ne peuvent pas dire « ça ne nous intéresse pas, la production ne nous intéresse pas ». Nous, on est là simplement que pour redistribuer. On est là simplement que... Mais il n'y a plus rien à redistribuer, c'est le problème. Quand il n'y a plus rien à redistribuer, on ne redistribue plus rien. Et c'est plus grave. Donc, il y a un problème de compétitivité. Ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Mais il y a encore des réformes. Alors, si vous me permettez, par rapport aux solutions qui sont proposées, oui, si on commence à nous faire, comme je le sens, parce que la tentation, c'est-à-dire je mets, je ne sais pas, 500 000 apprentis que je fais sortir des chiffres du chômage, etc., on reste dans des vieilles recettes qui ne marcheront pas. Mais personne on met les chômeurs sous le tapis. Voilà, mais personne ne marchera là-dessus. On sent qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui permettraient, je dirais, une croissance plus forte. Il y a un problème de confiance, et pour cela... C'est pour ça que moi, personnellement, je plaide pour qu'il y ait une vraie loi Macron 2. Voilà. Il y en a eu une première
qui a commencé à porter ses fruits. On le voit sur les... voilà. Maintenant, il y a aujourd'hui besoin d'abord de simplifier l'histoire du CICE, qui est trop compliqué, qui arrive trop tard. Les entreprises comprennent rien. Il faut sécuriser aussi les licenciements dans le droit des salariés, mais par rapport aux entreprises, pour que le contrat soit clair, surtout pour les toutes petites entreprises. Pour les grandes entreprises, c'est pas un problème. Et les seuils sociaux, les fait sauter comme les demande la droite? Non, c'est pas le problème. Les seuils sociaux, c'est les hochets qu'on agite. Mais pour une toute petite entreprise, qui n'a pas une grosse trésorerie, la question du licenciement et la question d'aller au prud'homme, c'est effectivement une angoisse. Pour une petite entreprise. Pour les autres, c'est pas grave, elles provisionnent, elles ont les banques qui leur feront les crédits nécessaires. De toute manière, elles ne pourront pas faire autrement, les banques. Voilà. Tandis que quand vous avez une entreprise, vous avez 5-6 salariés, si vous allez au prud'homme et que vous avez une incertitude, bah vous avez un problème. Donc il faut que ça soit clarifié dans le contrat de travail ou que ça soit clarifié dans les seuils qui sont fixés. Donc c'est pour ça que je plaide pour une deuxième loi Macron qui donne un dynamisme supplémentaire. Mais regardez, Emmanuel Macron est devenu une espèce de bouc émissaire d'une partie du Parti socialiste et de la gauche, qui s'emploie à le rejeter. Et je ne suis pas sûr que Manuel Valls soit totalement en soutien de son ministre. Bon, ça, je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant à ce stade-là. Moi, je constate simplement que... En tous les cas, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, comme on dit, sur le plan politique, parce que je trouve que c'est un esprit très mobile. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un dirigeant de gauche de cette qualité apparaître, et Dieu sait si j'en ai vu. Je pense qu'il apporte beaucoup. Il faut l'écouter, on n'est pas forcément d'accord, mais je préfère avoir un adversaire de qualité ou un partenaire de qualité avec lequel je ne suis pas d'accord que réciter des vieilles lunes. Les questions qui sont posées, elles sont sérieuses. Et donc, je constate, par exemple, pour vous dire, qu'au moins, il a produit une analyse avec laquelle moi je suis en total accord sur ce qu'est la réalité de la responsabilité de notre société, sur la montée aussi du terrorisme. Et quand il a dit, à juste titre, qu'on a aussi une responsabilité, qu'il y a des causes sociales, qu'il y a un terreau, il y a des ruptures, bon, je sais que ça énerve peut-être certains qui pensent que la sociologie, ça sert à rien, mais moi je trouve qu'au moins, on a une explication, et elle est de gauche. Alors, des petites questions rapides avant de se quitter. Certains se posent la question douteuse de la présence de Manuel Valls à l'émission On n'est pas couché. Vous en pensez quoi ? Je l'ai faite, donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Oui, vous n'êtes pas Premier ministre. Je n'étais pas Premier ministre. Et moi, pour être honnête, elle m'avait été très utile parce qu'elle m'avait permis de m'expliquer sur un sujet qui était tendu à l'époque. Faire de la pédagogie. Voilà. Faire attention. Je pense que s'il a jugé, moi, il est maître de son calendrier. Et puis par ailleurs, il est censé, et c'est vrai d'ailleurs, être entouré de gens que je connais, qui sont des experts en communication. Donc j'espère qu'ils vont bien conseiller. Et vous êtes d'accord avec l'idée que, quels que soient les efforts des uns et des autres, peut-être même ceux du président de la République, il aura face à lui Madame Duflot, Monsieur Mélenchon et Monsieur Montebourg, qui seront candidats à l'élection présidentielle. Alors, bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que ça dépend de l'histoire. Qu'est-ce qu'il devient ? Il va venir, Montebourg, à la primaire ? Je sais rien, moi, s'il veut y aller. Moi, j'ai débattu à plusieurs reprises avec Montebourg, donc je sais comment on débat avec Arnaud Montebourg. Je pense qu'il y a un désaccord sur l'Europe, mais je pense qu'il faut m'expliquer comment on fait. Parce que moi, le débat sur l'Europe est toujours très intéressant. Mettre sur le dos de l'Europe toutes les choses, toutes les tares de la société française, c'est facile. La seule question qui se pose toujours, c'est et le jour d'après, il se passe quoi ? Vous savez, j'ai toujours en mémoire, si vous me permettez, ce récit que m'avait fait François Mitterrand lorsqu'il voulait sortir du serpent monétaire européen. Et il voulait sortir du serpent. Et quand il a convoqué une éminence qui défendait cette théorie, il lui a dit « Maintenant, je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'avait raconté, il m'avait dit « Il y avait tellement d'incertitudes que j'ai dit « Je ne peux pas, pour la 5e puissance du monde, faire n'importe quoi. » Merci beaucoup Julien Dray, merci d'être venu sur le plateau de France 24. Merci Jean-Marie. Merci. Et la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous avec l'interview de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Alors on verra si on l'appelle Monsieur le Président ou Monsieur le ministre, puisqu'il est président aussi de la région Bretagne. Merci et à très vite. Merci à Laure Wagner et à toute l'équipe technique. Merci.